Bon, mais je vais commencer cette présentation, hein. Donc, je me présente, je m'appelle Louis Viard, je suis professeur voilà, en sciences de l'information et de la communication. Je suis président du master, hein, du master communication. Et je suis notamment spécialiste, alors, entre autres choses, mais des industries culturelles et créatives. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous présenter aujourd'hui voilà, un point d'actualité, un point sur une entreprise majeure aujourd'hui du numérique, une entreprise que vous connaissez sans aucun doute, Netflix, et sur certains aspects de la stratégie de cette entreprise. Pourquoi? Parce que la stratégie d'entreprise, comme je le dis souvent aux étudiants qui intègrent le master, c'est le point de départ ensuite pour établir un plan de communication. Et sans une bonne compréhension de la stratégie d'entreprise, eh bien, effectivement, votre campagne de communication, votre proposition de communication a toutes les chances de manquer son but. Alors, on va parler ici de Netflix, programmes originaux et culture globalisée, quand Netflix produit des contenus. Alors, mon point de départ, c'est qu'en 2019, en fait, Netflix a intégré la Motion Pictures Association of America, hein, donc la MPAA. C'est une puissante corporation qui réunit les principaux studios de cinéma américains. Et à ce moment-là, Netflix est devenue la première entreprise issue de l'économie numérique à entrer dans le cercle très fermé des majors historiques d'Hollywood. Les majors historiques d'Hollywood, c'est quoi, hein, les autres membres de cette association? Eh bien, c'est Disney, c'est Warner, c'est Sony ou encore Universal et la Paramount. Alors, cette adhésion à la MPAA marque en quelque sorte la reconnaissance du rôle et de la place centrale qu'occupe désormais Netflix dans l'industrie de production audiovisuelle aux États-Unis. Pourtant, jusqu'au milieu des années 2010, Netflix exerce essentiellement une activité de distribution des contenus pour lesquels l'entreprise fait l'acquisition de droits de diffusion. Hein, donc, Netflix acquiert des droits de diffusion et diffuse ces films donc pour lesquels elle a acquis des droits auprès de divers studios, auprès de diverses maisons de production. Et le tournant, il s'opère à partir de 2013 avec le lancement des séries House of Cards et Orange is the New Black. La firme, à ce moment-là, amorce un virage stratégique en s'engageant dans la production de contenus originaux. Il s'agit au départ d'une activité marginale et les œuvres produites sont fortement mises en avant par des campagnes publicitaires, par des campagnes marketing, et elles occupent en fait une place très réduite dans un premier temps dans l'ensemble du catalogue. En 2014, on a une dizaine de productions originales qui voient le jour, une cinquantaine en 2015, puis le rythme s'accélère jusqu'à représenter plus de 200 productions en 2017 et avoisiner les 400 productions en 2019. Il était ainsi possible de recenser un total de plus d'1 millier de productions originales estampillées Netflix fin 2019, parmi lesquelles figure une majorité de séries télévisuelles, comme le montre hein, ce schéma que j'ai réalisé hein, à partir des données hein, qu'on a collectées nous-mêmes à l'ULB. On voit hein, que Netflix produit essentiellement des séries. 38% des productions originales Netflix relèvent de la série. Et la deuxième catégorie la plus plébiscitée, ce sont les longs métrages. Alors, petit à petit, ces Netflix Originals vont occuper une place significative au sein du catalogue de Netflix et constituer un élément majeur de la proposition de valeur de l'entreprise. Les financements qu'engage Netflix en ce sens sont massifs. Et d'ailleurs, ça se traduit par des levées de fonds successives sur les marchés financiers. Netflix, régulièrement, va lever des fonds sur les marchés auprès d'investisseurs, auprès de grandes banques, auprès d'investisseurs institutionnels, auprès de fonds de pension américains notamment, pour financer son développement et notamment financer la production de contenu. Alors, sous ce label Netflix Originals, il faut bien voir qu'en fait, se retrouvent en réalité des productions effectivement initiées par Netflix, au caractère proprement original, mais on a aussi d'autres productions qui sont en fait issues de chaînes de télévision pour lesquelles Netflix a acquis des droits exclusifs et notamment des droits de diffusion à l'étranger. Donc en fait, ce sont aussi hein, des contenus qui vont être vendus un peu partout dans le monde comme des contenus originaux, mais qui en réalité
sont des contenus qui ont été initiés, produits par des chaînes de télévision, par exemple américaines ou par exemple espagnoles. Ça a été le cas de La Casa del Papel. C'est au départ pas du tout une production originale Netflix, c'est une production d'une chaîne espagnole, mais Netflix va acquérir les droits et apposer ce label et vendre cette série dans le monde entier avec ce label. Alors, comment expliquer les efforts que met en œuvre Netflix pour développer des contenus originaux? Eh bien, ça s'explique par la conjonction de 3 catégories de facteurs que je vais détailler rapidement. Premier facteur, eh bien, la croissance de Netflix et plus globalement d'ailleurs la croissance du marché de la vidéo à la demande a conduit les groupes audiovisuels et les studios de production à se montrer plus prudents dans leur cession de droits. C'est-à-dire que les prix des droits de diffusion ont eu tendance à être négociés à la hausse, en particulier pour les séries télévisées les plus visionnées, les plus populaires, tandis que certains groupes, comme Disney, comme Warner, qui possèdent notamment la chaîne HBO, eh bien, ont récupéré les droits des contenus dont ils sont propriétaires afin d'en réserver la primeur à leur propre plateforme, en l'occurrence Disney+ et HBO Max. Donc, confrontés à la perte successive de droits de diffusion, y compris sur des programmes très populaires, eh bien, Netflix entend assurer par ses propres productions, par ses productions originales, tout d'abord, eh bien, la sécurisation de son approvisionnement en film, en contenu. Alors, en deuxième lieu, la deuxième raison, c'est que la diffusion de contenus exclusifs et originaux représente un argument décisif pour attirer et fidéliser des abonnés, à la manière des chaînes payantes qui mènent ce type de stratégie d'exclusivité depuis les années 80, c'est-à-dire que Netflix n'a absolument rien inventé. On regarde les stratégies adoptées par des chaînes comme HBO, comme Canal+, comme Sky, des grandes chaînes de télévision payantes. C'était déjà ce type de stratégie-là qu'elles adoptaient, c'est-à-dire faire valoir sa différence en proposant des programmes de premier choix qu'il n'est pas possible de retrouver ailleurs. Et à ce moment-là, le label Netflix Originals fonctionne comme une marque de fabrique pour assurer la visibilité et la promotion de la plateforme vis-à-vis de son public. Le signal envoyé par l'entreprise est qu'en s'y abonnant, l'usager s'aménage un accès privilégié à un ensemble de contenus uniques. Cette différence que cultive Netflix à travers ses contenus prend place, bien sûr, dans un contexte de concurrence exacerbée par le lancement de nombreuses plateformes concurrentes, telles que Prime Video d'Amazon, telles que Disney+, Apple TV+, ou encore HBO Max, bien sûr. Des plateformes qui vont parfois être adossées à des entreprises historiques de l'audiovisuel et du divertissement qui, elles, peuvent s'appuyer sur un catalogue déjà constitué. Un catalogue souvent très puissant, vous n'avez qu'à penser au catalogue de Disney qui comporte aujourd'hui les œuvres Pixar, les œuvres Marvel ou encore les œuvres Star Wars. Troisième argument, troisième plutôt piste d'explication de cette stratégie, de cette orientation stratégique, eh bien, les investissements dans la production de Netflix interviennent en fait en réponse aussi à des contraintes d'ordre réglementaire, des nouvelles contraintes, comme on peut d'ailleurs l'observer en Europe avec une directive européenne qui s'appelle la directive Services de médias audiovisuels, qui a introduit depuis 2018 des obligations de production et de diffusion de contenus locaux. La part des œuvres européennes dans le catalogue que propose Netflix au sein des pays d'Europe, on sait qu'il tourne autour de 20%. Aujourd'hui, en 2020 en tout cas, et que l'entreprise va devoir agir en conséquence pour atteindre le quota qui est fixé par le droit européen. C'est un quota de 30%. Donc 30% des contenus de son catalogue qui doivent être des productions européennes. Alors l'évolution des activités de Netflix dont nous venons de rendre compte relève finalement de ce qu'on appelle en économie une stratégie d'intégration verticale, c'est-à-dire que l'entreprise se déploie vers l'amont de la filière, vers la production de contenu qui est nécessaire à alimenter son activité de distribution, et à ce moment-là, elle cherche à obtenir une meilleure maîtrise de son environnement, elle cherche à accroître son pouvoir de marché, à renforcer l'avantage de son offre par rapport aux concurrents, à asseoir la spécificité de son œuvre par des œuvres originales et exclusives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette remontée de filière, parce que s'il y a intégration de verticale, ça veut dire qu'il y a remontée de filière, elle est opérée en fait de manière tout à fait concomitante avec le développement international de Netflix, qui s'est opéré à partir des années 2010. Les productions originales viennent ainsi soutenir l'internationalisation de la plateforme de streaming qui est devenue nécessaire, cette internationalisation,
en raison du plafonnement des abonnés aux États-Unis, où le marché de la vidéo à la demande montre des signes de maturité. Et en fait, Netflix s'essouffle aux États-Unis. La conquête d'abonnés se joue de plus en plus pour Netflix et pour ses concurrents d'ailleurs sur le marché international qui constitue désormais un levier de croissance privilégié par ces entreprises. Et dans certaines régions du monde, le potentiel de développement de Netflix est considérable. C'est notamment le cas en Asie, où Netflix dispose de la plus grosse marge de progression. S'il y a des parts de marché à prendre, c'est d'abord en Asie, mais c'est aussi en Amérique latine. Pourquoi en Amérique latine? Eh bien parce qu'on a vu émerger une classe moyenne supérieure, connectée, urbaine, plus ouverte sur de nouvelles formes de consommation culturelle issues de la mondialisation et donc tout à fait sensible à l'offre d'un acteur comme Netflix. Alors en 2019, Netflix revendique 167 millions d'abonnés, c'est considérable. Les 2 tiers sont en fait localisés en dehors des États-Unis. Et donc pour augmenter son nombre d'abonnés, Netflix multiplie ses implantations à travers le monde. En quelques années, la plateforme a été rendue disponible dans pratiquement tous les pays du monde, comme vous pouvez le voir sur cette carte qui rend compte des différents pays où l'entreprise est installée. Et donc en fait, il n'y a que quelques pays, quelques territoires qui sont marqués soit par des conflits armés, soit par des conditions politiques défavorables à l'entreprise qui font que Netflix n'est pas présent. Donc la Syrie, la Crimée, la Chine ou encore la Corée du Nord. Alors l'internationalisation de Netflix, elle s'inscrit d'abord dans une logique industrielle de mondialisation culturelle. Il s'agit de financer des œuvres destinées au marché global afin de rentabiliser les investissements colossaux engagés dans les contenus. Il faut bien voir qu'en 2015, Netflix, c'était 4,5 milliards de dollars qui étaient investis dans les contenus. Et maintenant, en 2019, en tout cas, c'était 15 milliards de dollars. Donc, c'est considérable. La production de films et de séries, ça constitue ce qu'on appelle en économie une activité à coût fixe. Qu'est-ce que c'est une activité à coût fixe? C'est une activité où l'ensemble des investissements nécessaires pour concevoir et fabriquer les contenus, donc le recrutement d'auteurs, les décors, les effets spéciaux, le tournage, les comédiens, etc., sont concédés quel que soit le nombre d'individus qui seront effectivement amenés à visionner ces contenus. Donc, on engage des dépenses, quel que soit le succès du film, quel que soit le succès de la série. Il faut bien réaliser l'œuvre en question. Et donc, à travers l'internationalisation de sa plateforme, Netflix augmente la taille de son marché et réalise ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est-à-dire que les coûts qui vont être associés au contenu vont être amortis sur un nombre bien plus vaste d'abonnés, sur un très grand nombre d'abonnés présents dans un très grand nombre de pays. Cet enjeu des économies d'échelle, ça permet en fait à Netflix d'investir sur des contenus à fort potentiel de notoriété, c'est-à-dire pouvoir recruter des réalisateurs prestigieux, des acteurs célèbres, pouvoir recueillir à des moyens techniques haut de gamme, à des budgets promotionnels considérables. Ça donne les moyens à l'entreprise d'agir en ce sens. Et ça permet donc de proposer mondialement des œuvres capables de toucher un maximum de consommateurs. On pense à des séries comme The Crown, Narcos, Stranger Things, 13 Reasons Why, Le Jeu de la Dame, The Witcher ou encore La Casa del Papel, pour en citer que quelques-uns, y compris d'ailleurs dans le champ du cinéma d'auteur. Dans le champ du cinéma d'auteur, Netflix investit également. On pense au film The Irishman de Martin Scorsese, Okja également de Bong Joon-ho, ou encore Roma d'Alfonso Cuarón, Uncut Games des frères Safdie, ou encore la balade de Buster Scruggs des frères Cohen. Alors la reconnaissance critique des productions Netflix se traduit en particulier par des nominations et des obtentions de récompenses dans divers festivals et dans diverses cérémonies de prix qui permettent à l'entreprise de se construire l'image d'un acteur particulièrement créatif. Alors le développement des grandes plateformes de VOD américaines telles que Netflix et leur présence croissante à travers le monde contribuent à renforcer, de la part de certains observateurs, les craintes relatives à l'américanisation de l'audiovisuel mondial. C'est des critiques qui ont émergé déjà bien avant Netflix. À partir des années 70, on va commencer à pointer le déséquilibre manifeste qui s'opère à la faveur des États-Unis dans les échanges internationaux de contenu culturel. Et donc, on a une critique très vive qui est apparue et qui est venue contester l'impérialisme culturel américain, considéré comme une source d'homogénéisation,
d'uniformisation et de domination idéologique. Et le fait est qu'avec la montée en puissance des grandes plateformes, contribue à installer, avec le soutien d'importants fonds d'investissement et notamment des fonds de pension et des grandes banques américaines, ce qu'on peut appeler un espace audiovisuel mondial américanisé du haut en bas de la filière, c'est-à-dire d'Hollywood à nos salons. Sur toute la chaîne de valeur de production, de réalisation, de distribution de l'œuvre audiovisuelle, finalement, on a là des entreprises américaines qui sont présentes et qui assoient leur puissance à travers le monde. La trajectoire de Netflix et sa stratégie internationale portée par des investissements massifs dans les contenus participent indéniablement de ce phénomène de mondialisation culturelle centré sur les États-Unis. Et d'ailleurs, l'analyse détaillée du catalogue des productions originales Netflix, et donc là, je renvoie à l'image que vous avez sous les yeux, montre que la majorité de celles-ci sont américaines et que les abonnés sont principalement exposés à du contenu provenant des États-Unis. En 2019, c'est 60% des programmes labellisés Netflix Originals qui sont américains. Et lorsqu'on regarde les coproductions, eh bien, 60% des coproductions entre différents pays intègrent également les États-Unis. Donc plus généralement, ce qu'on observe, c'est une prégnance des contenus anglo-saxons qu'il est possible de constater dans le catalogue de Netflix, avec notamment un nombre important de productions originales qui vont être initiées au Royaume-Uni et plus secondairement en Australie et au Canada. Alors, ce processus de circulation globale des contenus depuis les États-Unis en direction du reste du monde, il n'est pas uniforme, hein, il ne s'inscrit pas que dans un sens, il s'articule aussi avec un processus de dimension locale. C'est-à-dire que pour pénétrer de nouveaux marchés, Netflix produit des contenus localement et cherche à discriminer son offre en fonction des territoires visés. L'entreprise a en fait compris que les consommateurs des pays dans lesquels elle s'établit sont également en attente de contenus vis-à-vis desquels ils entretiennent une plus grande proximité culturelle et qui vont entrer en résonance avec leurs propres valeurs, avec leurs propres référents culturels. Et d'ailleurs, le directeur créatif de Netflix France, Damien Couvreur, détaillait récemment la stratégie de Netflix en disant que de Netflix en France, en disant que pour assurer le succès d'une série, cette dernière doit résonner auprès du public. Ainsi, dans toutes les séries qu'on initie, on essaye de trouver une pertinence avec le public français en lui présentant des histoires qui vont avoir un degré de familiarité avec lui. C'est ce qui explique notamment que, et je reviens à la slide précédente, que 18% des Netflix Originals sont produits ou coproduits en Europe, 12% en Asie, 5% en Amérique latine et 2% en Océanie. Au total, une quarantaine de pays ont jusqu'à présent été impliqués dans des productions Netflix, tournées d'ailleurs dans une vingtaine de langues différentes. Ce n'est pas négligeable. Alors ces productions locales, elles n'ont pas seulement pour objectif d'attirer et de fidéliser des consommateurs du pays ou de la région dont elles sont ici. Donc des productions françaises pour attirer des consommateurs français, des productions allemandes pour attirer des consommateurs allemands. Non, elles sont surtout destinées en fait à être exportées dans le monde entier. C'est ainsi que des séries allemandes, espagnoles, brésiliennes, coréennes ou encore norvégiennes vont connaître sur Netflix un véritable succès à l'international. En cela, on peut dire que la plateforme, elle favorise aussi des contreflux culturels. Tout à l'heure, j'évoquais finalement une dynamique de mondialisation des États-Unis vers le reste du monde. Et bien aussi, il y a des contreflux culturels des pays où l'entreprise est localement installée vers le reste du monde également. Donc des contreflux culturels, des circulations diverses qui viennent là du fait de décliner finalement localement des productions qui vont avoir vocation à se diffuser à travers le monde. Alors ce modèle de développement de Netflix qui articule dans un même mouvement l'échelle locale et l'échelle globale relève selon nous de ce qu'on peut appeler une logique de glocalisation. Alors c'est un néologisme que je n'ai pas inventé moi, qui en fait date des années 80, à une époque où la mondialisation s'accélère, qui désigne en fait une approche en termes de stratégie qui va être unifiée au niveau mondial, mais qui va se conjuguer avec la recherche finalement de spécificité locale, la volonté d'épouser les plis et les replis des territoires, des contextes, des univers symboliques différents. Et cette glocalisation, elle nécessite en fait de saisir des contextes locaux pour mieux s'y adapter, mais inclut aussi ces contextes locaux
dans un processus qui les dépasse, ces territoires locaux dans un processus qui les dépasse et qui soutient un développement sur le plan global, sur le plan international. En fait, au sein des pays d'implantation, les investissements de Netflix dans les contenus contribuent cependant à bouleverser les écosystèmes de production et de diffusion mis en œuvre. Ce n'est pas sans incidence le fait que Netflix produise localement beaucoup de contenus dans tel ou tel pays. Ça vient vraiment bouleverser les systèmes qui étaient déjà en place. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réservant l'exclusivité de l'accès à ces contenus sur sa plateforme, Netflix court-circuite et déstabilise un ensemble d'acteurs traditionnels associés à d'autres fenêtres de diffusion. En particulier, Netflix court-circuite les salles de cinéma, puisque ce sont des films qui ne sortent pratiquement jamais dans les salles de cinéma. Les chaînes de télévision également, puisque ce sont des films qui sont destinés, là encore une fois, à sa plateforme, qui sont pourtant des acteurs, les salles de cinéma et les chaînes de télévision, qui sont des acteurs historiques, traditionnels, qui sont au cœur du système économique de l'audiovisuel. La firme américaine, elle fait également disparaître les barrières et la fragmentation qui structurait jusqu'à présent l'industrie de la production. C'est-à-dire qu'avec Netflix, le financement de l'œuvre ne s'opère plus, comme on le retrouvait de manière traditionnelle, sur des marchés nationaux, à travers une diversité de bailleurs de fonds. C'est-à-dire quand vous étiez producteur, avant, vous cherchiez à financer votre œuvre à un niveau national tout d'abord, et vous alliez contacter, solliciter différents bailleurs de fonds, des chaînes de télévision, des distributeurs, des institutions publiques, etc. Eh bien, là, le financement de l'œuvre, il va être pris en charge par une seule firme et pas par plein de bailleurs de fonds, et à destination du marché mondial. Donc, c'est une logique de production qui se fait tout à fait à la manière d'un grand studio américain. Alors bien sûr, il en découle une facilitation du processus de production pour les producteurs de contenu et une augmentation potentielle des moyens attribués au développement des contenus locaux. Donc ça, c'est les conséquences qui sont plutôt positives. Mais cette situation-là, elle s'accompagne de rapports de force particulièrement déséquilibrés avec les producteurs et les créateurs, qui ont d'ailleurs des conséquences qu'on peut imaginer sur leur degré d'autonomie et d'indépendance. Les créateurs, les producteurs, avant, ils se retrouvaient à dialoguer avec différentes chaînes de télévision et à monter leurs films en obtenant des fonds auprès de ces différents bailleurs de fonds. Et on était dans des niveaux de discussion beaucoup plus équilibrés. Là, on a d'un coup un acteur mondial d'un poids très important qui, certes, est capable de financer tout seul ses contenus locaux, de mettre beaucoup d'argent dans ces contenus locaux, mais par contre, le rapport de force est particulièrement déséquilibré. On peut se poser la question à l'avenir des marges de manœuvre des producteurs et des créateurs sur les conditions, par exemple, d'exploitation commerciale des œuvres, des marges de manœuvre qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de Netflix. Enfin, nous savons que si Netflix s'affirme comme un producteur de contenus locaux, c'est essentiellement dans la perspective de s'adresser à des publics dispersés partout dans le monde, comme je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire que le modèle de glocalisation privilégié par la firme consiste à s'appuyer sur des œuvres locales, mais pas sur des œuvres locales qui ne pourraient pas rayonner, sur des œuvres locales qui ont un fort potentiel de rayonnement mondial. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique très bien Damien Couvreur, qui est donc le responsable de Netflix en France concernant les contenus. Il explique, il s'est exprimé récemment à propos du succès de la série Lupin, sur Arsène Lupin avec Omar Sy, et il dit « Ce qui résonne dans Lupin, c'est le personnage littéraire, c'est Paris, ce sont les musées, autant d'éléments très identifiables pour les spectateurs à travers le monde. » Donc pour lui, et là je continue à le citer, ce sont l'authenticité et la spécificité de la culture française qui attirent un public en dehors des frontières hexagonales. Qu'est-ce que ça présente comme risque, ce type de stratégie? Ça présente un risque sur les contenus eux-mêmes. C'est-à-dire que ça présente à la fois le risque de conduire à une folklorisation des contenus qui sont conçus pour mettre en valeur les aspects typiques du territoire. Là, ici, quand il nous parle de Lupin, il nous parle de Paris, il nous parle des musées, il nous parle d'un monde littéraire qu'on associe bien volontiers à la capitale française. Donc, premier risque, c'est celle d'une folklorisation des contenus. Deuxième risque, c'est celle d'une uniformisation afin de mieux s'insérer dans des standards pouvant satisfaire le marché mondial. La manière avec laquelle Netflix s'immisce au cœur de la production locale est déjà
perceptible et très bien décrite d'ailleurs par Victor Touzé. Je vous ai mis une citation ici, que je trouve très intéressante, très représentative de la dynamique qu'on observe actuellement. Alors voici ce qu'il nous dit, vous avez l'extrait sous les yeux. Les contenus français de Netflix ont pourtant un fort accent hollywoodien. Le formatage de référents culturels hexagonaux dans un style américain ne peut qu'interroger sur le potentiel de soft power qui pourrait s'exercer par ce biais. La série La Révolution, qui évoque les prémices du bouleversement de 1789, s'apparente entièrement à une œuvre hollywoodienne fantastique et anachronique. C'est en vain que l'on y chercherait la moindre vraisemblance historique ou le moindre intérêt politique, alors qu'elle renvoie à un épisode fondamental de l'histoire de France. Dans la même veine, Marseille, produite en partenariat avec TF1, une série avec Gérard Depardieu, est davantage inspirée par la série House of Cards sur la Maison Blanche que par la réalité sociale, politique ou géographique de la ville, qui est réduite au rang de carte postale. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, sous prétexte de construire une assise locale, Netflix mise en réalité sur des contenus capables de traverser les frontières et sur le développement d'une culture globalisée. La glocalisation portée par Netflix semble alors s'effectuer à la faveur des formes locales, des contenus locaux les plus attractifs pour le marché mondial et façonnés au regard de la figure du consommateur qui fréquente sa plateforme. Voilà pour ma présentation et donc pour ce petit point sur la stratégie de production de Netflix. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on peut prendre des questions ou pas du tout. Oui, bonjour. Il y a quelques questions qui sont plutôt des questions pratiques par rapport aux bacheliers en sciences de l'information et communication. Oui. D'entrée des temps, quels sont les débouchés des études en communication? Alors, les débouchés des études en communication, ce sont des débouchés, donc tous les métiers professionnels relatifs à la communication. Alors là, au stade du bachelier, le bachelier vous prépare ensuite à intégrer un master qui peut être ensuite notamment le master en journalisme, donc les métiers du journalisme et des médias. De l'autre côté, le master en communication. Et donc là, c'est un master qui a deux finalités, la finalité politique et lobbying et la finalité corporate et marketing, qui est en fait finalité entreprise, en entreprise. Mais il y a aussi d'autres masters dont je vous laisse prendre connaissance, communication multilingue, etc. Donc voilà pour ce petit élément de contexte. Donc les métiers de la communication, ce sont des métiers dans les entreprises, dans les institutions, dans les ONG, dans des partis politiques, etc., dans des agences, des métiers qui vont être des métiers, par exemple, de relations publiques, donc d'attaché de presse. On va faire, donc ça, ce sont des bouchées, des bouchées évidents, de community management, de responsable de la communication d'une entreprise, des débouchés dans les agences de publicité également. Donc vraiment, ça couvre un champ assez vaste. On a listé dans la plaquette de présentation de nos formations un ensemble de métiers et de professions. Également dans les métiers qui mènent du côté du lobbying, évidemment, où effectivement à Bruxelles, cela fait particulièrement sens. Donc voilà, tout un tas de métiers liés au métier de la communication, donc relations publiques, relations presse, community management, gestion des réseaux sociaux, création publicitaire au sein d'agences, etc., etc. Ok. Et donc, d'autres questions, bon, je veux dire, qui se ressemblent beaucoup, tournent plutôt autour de l'organisation pratique du cursus. Donc, sont plutôt des questions enfin, des futurs étudiants qui se demandent un peu à quoi vont ressembler leurs années académiques, à quoi vont ressembler leurs journées. Quelle serait, par exemple, la journée type d'un étudiant en bachelier en information communication? Est-ce qu'il y a des cours pratiques, des travaux pratiques? Est-ce qu'il y a également Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a également une obligation de présence?
Ça dépend des cours. Il peut y avoir des cours avec obligation de présence, et puis il y a des cours sans obligation de présence. Ça dépend des professeurs, hein, bien sûr. Alors, tout simplement pour le bachelier, il y a un ensemble. L'un des objectifs du bachelier, c'est d'abord aussi de vous donner une culture générale. Donc, une culture générale que vous allez devoir mobiliser ensuite dans votre expérience professionnelle. Donc, il y a des cours de sociologie, d'économie, de marketing. Il y a des cours de droit également. Et donc un certain nombre de disciplines comme ça qui sont essentielles pour vous pour avoir une bonne connaissance du monde qui vous entoure. On n'est pas un bon communicant si on ne connaît pas le monde qui nous entoure, si on est juste un technicien qui a le nez dans les données, qui a le nez dans de la data, qui a le nez dans les logiciels, dans la mise en page, dans son plan de communication. Il faut connaître le monde. Donc vous avez tout un tas d'enseignements essentiellement théoriques, tout d'abord, qui s'inscrivent clairement dans cette perspective-là de vous construire une culture générale. Ensuite, vous avez des enseignements spécialisés en communication. Alors, en communication écrite, par exemple, le cours de communication écrite en langue française, pour perfectionner effectivement vos compétences d'écriture, donc ça c'est extrêmement important, et puis des cours qui vont aborder certains champs spécifiques de la communication. Un cours de déontologie, hein, qui effectivement introduit ces questions d'éthique appliquées au secteur de l'information et de la communication. Vous allez avoir un cours de communication des organisations et des institutions, également un cours des cours le cours de projet multidisciplinaire. Alors ça, vous l'avez en troisième année, qui est un cours pratique au cours duquel vous allez réaliser des travaux pratiques qui vont être associés ici, en fait, vous devez réaliser soit une production journalistique et de l'autre côté un plan de communication comme pour une entreprise. Donc ça, c'est en troisième année. Donc vous allez avoir tout un tas de cours spécialisés, dont certains sont plus théoriques et dont d'autres peuvent être pratiques, comme le cours donc, de projet multidisciplinaire ou le cours de communication écrite, hein, qui vous amène à travailler ici vos pratiques d'écriture. Donc une journée type, c'est difficile de dire une journée type, surtout qu'on est dans un contexte très très particulier. Aujourd'hui, beaucoup des enseignements se font à distance et je ne saurais pas dire au mois de septembre qu'est-ce qu'il en sera exactement. Mais même si les modalités évoluent en raison des circonstances sanitaires, hein, les cours pratiques restent pratiques, mais vont être déclinés sous des formes numériques qui fonctionnent plutôt bien jusqu'à présent, même si évidemment on aimerait tous se voir en présentiel. Et des cours de langue, j'ai oublié de le préciser, mais ça, en regardant la plaquette, en regardant le détail de la plaquette, vous en rendrez compte. Et alors, il y a aussi quelques questions, je veux dire des questions simplement pratiques au niveau des horaires des cours, mais là, corrigez-moi si je me trompe, je me permettrai de répondre. Donc, simplement pour répondre aux différentes questions, l'année académique commence donc en septembre, se divise en 2 quadrimestres, donc de septembre à décembre, et puis de février à mai. Il y a une session d'examen en janvier et une session d'examen en mai-juin. Les cours, donc concernant les horaires d'une semaine, les cours peuvent commencer à 8 h du matin et terminer à 20 h. Vous avez rarement une journée de 8 à 20 h, mais voilà les créneaux dans lesquels peuvent avoir lieu les cours. Tout à fait, tout à fait. Voilà, je regarde encore un petit peu. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ça va. Voilà, non, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.